de votre présence ce soir pour cette séance assez exceptionnelle en tout point, notamment parce que ce film, je crois, est resté assez longtemps invisible. Donc déjà, je tiens à remercier les films du Losange pour cette ressortie, cette restauration, et de nous avoir permis d'organiser cette séance ce soir. Et sans plus attendre, j'appelle à me rejoindre les comédiens Bulogier, Jean-Pierre Calfon, et le critique Vincent Colli, et l'acteur Académie du cinéma qui va animer la rencontre post-séance. Alors bonjour à tous déjà. Vu que le film dure quand même plus de 4 heures, moi je vais juste me permettre quelques considérations historiques, comme ça on pourra parler d'autres choses à la fin. Vous allez donc voir L'Amour fou, qui est un film qui a été réalisé en 69 et qui a été pendant très longtemps une sorte de pierre angulaire du cinéma de Rivette, et en même temps un film complètement invisible, puisqu'à l'époque Rivette entre en conflit avec le producteur. Il en ressort une version invisible, hein, mais une version plus courte du film que tout le monde renie. Et L'Amour fou sera donc invisible jusqu'à cette année, puisque vous allez voir la première restauration du film. C'était, sauf erreur, un peu le dernier grand film de Rivette à ne pas avoir pu bénéficier d'une restauration. Et c'est le 3e long métrage de Rivette. À l'époque, il ressort auréolé du scandale provoqué par la religieuse avec Anna Karina. Et bon, je laisserai les acteurs en parler tout à l'heure, mais c'est le premier grand film de Bulogier, je crois. Je crois que c'est comme ça que vous le définissez. Et pour Jean-Pierre Calfon, qui est déjà un peu plus habitué au cinéma, c'est aussi une œuvre conséquente. Bon, du coup, vu que c'est très long, est-ce que vous voulez dire un mot ? Je souhaite aux spectateurs d'avoir du bonheur, c'est tout. Vous avez tout dit. C'est ce qui est important. Tu veux dire quelque chose? Je vous souhaite une bonne projection. Oui, c'est ça, souhaiter une bonne projection et espérer que vous aimerez le film qui est quand même une chose tout à fait spéciale dans l'histoire du cinéma. Parce que c'est un film d'une certaine longueur, mais qui n'est pas un film spectaculaire, qui est plutôt un film intimiste. Voilà. En tout cas, on va le revoir avec vous. À tout à l'heure. Oui, je voulais le revoir aussi parce qu'il a été restauré. Il est dans une très bonne copie. Ça fait quand même plaisir de voir ça avec une bonne copie. Je veux le revoir aussi parce que je pense que ça sera la dernière fois que je le verrai dans une salle avec des spectateurs. C'est une belle salle. Oui, dans une belle salle. Donc ça sera... voilà, on l'a vu à Cannes il n'y a pas longtemps, et maintenant ça sera probablement peut-être l'ultime fois, parce que on ne va pas aller le voir tous les jours quand même. En tout cas, c'est un très grand plaisir de vous accueillir ce soir. Merci encore de votre présence. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon film. À tout à l'heure pour la rencontre. Donc j'invite Bulogier, Jean-Pierre Calfon à me rejoindre, s'il vous plaît. Pas évident de parler après ce film. Je sais pas vous, du coup, je pense que vous étiez beaucoup à le découvrir. Moi, en le revoyant, j'ai vraiment eu l'impression de revoir un peu un chef-d'œuvre, en tout cas un film à la fois mystérieux et simple, clair, énigmatique, complexe et simple, tout à la fois. Donc j'espère que vous avez des questions, mais pour peut-être lancer cette rencontre, j'ai parlé au tout début un peu du contexte de création du film. Vous deux, à l'époque, vous êtes dans la compagnie de Marc O, oui, notamment sur le spectacle Les Idoles, qui deviendra un film aussi, un film culte, mais vous ne connaissez pas Rivette.
Et donc ma question c'était comment est-ce que Rivette est venu vers vous pour ce film complètement hors norme? Rivette est venu nous voir dans une pièce de Marco qui s'appelait Les Bargas, avant Les Idoles. Et je crois que c'est à partir de là qu'il a songé à nous réunir pour interpréter l'amour fou. Tu crois? L'amour très fou, oui. Oui. Voilà. C'est-à-dire, il nous a vus plusieurs fois. Il nous a vus dans les Bargas, il nous a vus dans les Idoles. Et donc, ça faisait longtemps parce que les Bargas, c'était plus ou moins vers 64, 63, par là. Donc, c'était, je pense qu'il nous a vus avant qu'il tourne la religieuse. Mais peut-être qu'il ne songeait pas à ce moment-là à l'amour fou. Je ne pense pas non plus, puisqu'il faisait la religieuse. Enfin, il suivait ses acteurs, c'est-à-dire nous et les autres qui étaient, excusez-moi. Oui, tu parles des autres. Les autres, ce sont nos amis, on les connaissait, on les a réunis. Il m'a laissé choisir les acteurs qui jouent dans Andromaque. Jacques qui m'a demandé de monter Andromaque, que j'aurais bien monté une autre pièce, quelque chose d'un peu plus moderne. Mais en même temps, se confronter à un truc comme ça, pour moi qui suis un acteur, pas un acteur d'école, pas un acteur d'académie, pas un acteur de conservatoire, pas un acteur du tout d'ailleurs. Eh bien, c'était quand même un challenge très intéressant. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir réussi le truc. Je me trouve un petit peu timide par rapport à tout ça. Puis j'ai pas envie de... On est filmé par une autre caméra et il y a des micros qui nous sont tendus. Et ça, je dois dire que ça me gênait beaucoup parce que comme je ne savais pas très bien ce que je devais faire, je cherchais. Donc d'être surveillé tout le temps par un micro, par une caméra, c'était un petit peu délicat pour moi, je dois dire. Donc j'essayais de me dérober, en fait. Voilà, je me dérobais. Je fuyais. Il y a un problème de son d'ailleurs, je trouve, dans le film. Non? Moi, j'ai demandé à Gustave de faire lever un peu le son. C'était peut-être trop fort, mais je trouve que c'était mieux d'entendre quand même. On entendait bien après. Je ne sais pas, moi j'ai eu des soucis d'entendre. J'entendais mal. Ah oui? Souvent, oui. Non, je ne peux rien faire. Ça s'appelle une extinction de voix. Peut-être l'émotion d'avoir vu le film m'a coupé la voix. Mais parce que quand même... C'est pas une extinction de voix, c'est un chat dans la gorge. Non? Oui. C'est le chat qui qui était dans le film, oui. qui est venu dans ta gorge. Juste pour rebondir sur la question du son, je ne pensais pas qu'on en parlerait, mais c'est vrai qu'il y a des moments où le son il est assez agressif, il est assez fort, mais pour moi c'est quand même un usage très, très avant-gardiste aussi du son. Ça c'est bien. On a du murmure, on a des cris, on a de la déclamation, on a des bruits du dehors, la radio, une musique un peu très avant-gardiste aussi à la toute fin, quand vous marchez dans la rue seul. Et c'est quelque chose que j'avais pas vu à ma première vision. Cette utilisation du son vraiment presque expérimentale, en tout cas. Mais vous l'aviez vu restauré? Non, Ah, j'avais ça, vu la copie en mauvaise voilà. qualité qui circulait. Bon, au début, moi, je trouvais que le son était très bas. Et j'ai demandé à Gustave de monter un peu le son. Mais alors, du coup, les téléphones et toutes ces choses deviennent très importantes, mais c'est bien d'entendre enfin, je sais pas. Bonsoir et merci.
Donc merci pour le film, merci d'être là. Je voulais vous demander, donc ce film ayant eu un destin quelque peu contrarié en termes de diffusion, j'ose imaginer, vu l'intensité du film, que pour vous ça a dû être quelque chose d'extrêmement fort d'y participer, qui doit tenir une certaine place dans vos vies, à l'une comme à l'autre. Et du coup, comment vous avez vécu pendant toutes ces années d'avoir fait ça et de ne pas pouvoir le voir sur écran et d'avoir derrière vous une œuvre à ce point contrariée? C'est une question que je me pose. C'est-à-dire qu'on est assez habitué à faire des choses qui ne sont pas trop vues, malheureusement. Les films de Marco, enfin les pièces de Marco, le film, les idoles sont des choses qui sont pas vues, ce sont des choses un petit peu en marge. Tout ça, ce sont des choses un peu en marge, quoi. Et on est des spécialistes un peu de ça, non? Non, mais on l'avait vu quand même. On l'a vu. Ah oui, on l'a vu, mais bon. On l'a vu au moment où Jacques a voulu le sortir. Enfin, moi, j'ai vu une projection privée en compagnie de monsieur Jean Renoir. J'ai voir le film. Ah oui? Oui. Ah oui, oui. Et donc, non, je l'avais déjà vu. Ah oui, on l'a vu. Mais c'était en 69 ou avant peut-être même. C'était pas encore sorti. Il n'était pas sorti. Il n'était pas encore distribué. Il était sorti avant 68, non? En 69. 69? Oui. Ah bon? Oui, Ah bon? je crois. Oui. J'ai l'impression qu'il était avant. Avant mai 68. On l'a tourné en 67, Oui. en 68. Mais comme étant donné la longueur, ah bah le oui, ça. montage a été très long, tu vois. Oui, et puis ça a été difficile à sortir à cause de la longueur qui faisait que les distributeurs ne le prenaient pas beaucoup parce que ça leur supprimait des séances. Hein. Ils pouvaient faire que 2 séances par jour au lieu de 4. C'était ça leur problème. Oui. Enfin, moi, je me souviens très bien de l'avoir vu. Oui, Et d'avoir une très grande émotion en le voyant d'ailleurs. Et d'avoir été surpris de la longueur. Parce que ça, on ne nous l'avait pas dit. Non, Ah oui? non, mais Pas été surprise? non. Ah, moi, c'est... Non, je crois que peut-être je le savais par Jacques, peut-être. Ah oui, peut-être tu savais. Oui. Tu savais des choses, tu as su torturer les gens pour leur faire avouer. Mais du coup, Jean-Pierre Calfon, vous disiez que Rivette vous avait demandé de mettre en scène Andromaque Oui. sans indication, en disant essaye, fais ça. Mais est-ce qu'il est venu vers vous deux avec un scénario au moins, ou des bribes de scénario? En fait, je sais que le film a eu l'avance sur recette avec un scénario de 3 pages. Ouais, un peu Époque, plus, votre commerce. 8 pages, et c'était une succession de séquences. Voilà. À l'intérieur des séquences, il y avait un peu les scènes que vous voyez, puis il y a dû y en avoir d'autres pendant le tournage, des scènes rajoutées, non? Peut-être. Oui, peut-être. Moi, je me souviens qu'on a quand même travaillé avant, ensemble, avec Jean-Pierre et Jacques et quelques-uns de son équipe, et Marie-Lou Parolini, dont je joue un peu la partie, parce qu'il y a plein de choses qui viennent directement, sont pas, La co-scénariste de qui Jacques viennent Rivette. pas de moi, qui viennent de Marie-Lou Parolini. Moi, je me Et, souviens. qui était la compagne de Jacques Rivette au Cahier du cinéma. Il s'occupait des photos. Et lui, un acteur. Voilà, donc c'est un peu leur histoire, un peu. Je ne suis pas sûre que Jean-Pierre soit exactement Jacques Rivette, je crois pas, en tout cas dans son comportement. Mais non, par exemple, il y a des scènes comme la scène de l'aiguille pour l'œil. Ah, ça, c'est une scène écrite, enfin, qui était indiquée, du moins indiquée.
on avait des scènes indiquées, mais après, il fallait les jouer. les jouer. C'était Oui. pas C'est indiqué bien beau dans de l'espace. C'était l'écrire, mais il indiqué faut le sur... faire après. Hein? C'est bien beau de l'écrire, mais il faut le faire. Oui, c'est ça. Mais par contre, je ne me souviens pas du tout d'avoir travaillé avec Jacques avant le film. Ah, tu te souviens pas? Je suis arrivé dans le film, boum, comme Ah ça. bon? Non. Il me semble. Mais écoutez, je me trompe. Ben, moi, j'ai l'impression que j'ai été suivie. Mais peut-être que tu as travaillé avec Oui. Jacques et Marello. Oui, Moi, je n'ai pas de souvenir de ça. si, moi, j'ai le J'ai souvenir. le souvenir de me plonger directement dans le film. C'est une chose qui m'a plu beaucoup. C'est-à-dire que quand on vous laisse la bride sur le cou, c'est quand même intéressant. C'est rare qu'un réalisateur vous laisse la bride sur le cou. Quoi. Non, Oui, c'est rare. ben, oui, bien sûr. C'est une chose rare et c'est une preuve de confiance aussi. Vous voyez, c'est ça qui est incroyable en fait dans ce film. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ces choses aussi. Des fois, il y a des choses que je déteste. Moi, par exemple, quand je répète 15 fois Tarkan Hercule, là, ça me... Maintenant, d'entendre ça, je trouve ça épouvantable. Et je suis pas très content d'avoir fait ça. C'est à moi. Je comprends que Jacques l'ait gardé, parce que le fait que ça soit insisté comme ça prouve que je suis lourdingue, mais voilà, mais ça, c'est de ma faute, je n'avais qu'à pas le faire. Hein. Je crois aussi que vous n'aimiez pas la scène du culbuto. Oui, bah oui, je trouve ça un petit peu du gâtisme de notre part, mais en même temps, ça reste enfantin et ça fait partie du film, et finalement, j'aime bien quand même. Ça, j'aime bien. Non, j'aime bien. Et puis, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient bien, donc je me fie au... La scène avec le culbuto qui tombe et qui ne remonte pas. Ben, ça, c'est un objet que j'ai apporté, Toi? oui, Ah bon? de chez moi, que ma mère m'avait donné, et qu'après j'ai donné à ma fille. Et je l'ai apporté sur le tournage, le culbuto. Oui. Oui, tu vois, il y a des choses comme ça. Et au Et- début, ça m'a choqué d'avoir fait avec 15 fois le truc aussi. C'est la répétition surtout qui me... Mais Ben, sinon, c'est pas... Oui. je me trouve lourd, quoi. Voilà. Mais au début, quand Jacques a proposé ce film, en tout cas à moi, il m'a dit que c'était un film sur la jalousie. Voilà. Donc, Bah oui, Oui. ça se sent. c'est ça. Ça se sent. On est jaloux tous les deux, à tour de rôle. Pas toujours au même moment et pas toujours pour les mêmes raisons. Oui. Mais c'est vrai que... Moi, je voulais vous dire que, d'abord, vous remercier vraiment d'être là, et puis vous dire que, enfin, moi, je suis vieille, donc c'est un film de ma jeunesse que j'ai vu à cette époque-là, mais c'est fabuleux parce que je trouve que vous n'avez pas changé du tout. La voix des deux, votre comportement l'un par rapport à l'autre, je trouve que c'est extraordinaire et que ça donne un grand air de jeunesse. Parce que à certains autres égards, il y a des choses qui sont assez datées, sans parler des décors et des Les voitures, costumes. les bruits des Non, voitures. non, mais même sans parler de ça, au niveau des comportements, parce que les comportements, des rapports entre les hommes et les femmes, je pense que ça ne serait pas possible de tourner un film comme ça maintenant, pour plein de raisons. Mais quand même, de vous voir là, je trouve que ça donne un air de jeunesse fou et je voulais vraiment vous remercier. Voilà, c'est très agréable d'entendre ça. Un dimanche, on est dimanche aujourd'hui, non? Non, on est vendredi. On est vendredi. Ah oui. C'est presque pareil. Presque hein. pareil. Vendredi, Prenez pour elle. franchement, quelle est la différence? Non, c'est très agréable. Merci. En tout cas, je sais pas. Moi, ce n'est pas une question, c'est un conseil. Conseil, si vous ne l'avez pas lu, de lire l'ouvrage de Bulogier, écrit en collaboration avec Anne Bianchini, qui s'appelle J'ai oublié, qui est un livre magnifique, Ah, le livre de Bulle, oui. extrêmement bien écrit,
qui est à la fois sur toute cette époque, mais aussi toutes les époques que vous avez vécues de théâtre et de cinéma. Et vraiment, il faut lire ce livre. J'ai oublié. Merci. Et merci d'être là. Merci à vous. Mais c'était pour nous, c'était comment dire, assez facile de jouer beaucoup de ces scènes parce qu'on se connaissait bien, on était amis, on avait joué 2 pièces de théâtre. Je veux dire, c'est un peu comme si on était de la même famille, quoi, quelque part. Oui, oui, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'était pas intimidés l'un par l'autre. Non. Parce que ça faisait plusieurs années qu'on jouait ensemble et qu'on aussi, avant de jouer des pièces, on improvisait. Oui, on répétait beaucoup. On improvisait des choses qui pouvaient inspirer Marco. Et donc, c'était déjà pour Jacques, le metteur en scène, un atout qu'on soit très complice. Je crois qu'il a compté là-dessus, oui. Oui. Non Oui, je le crois, oui. Ouais, mais bon, c'est bien. Ah, bah, bien sûr. C'est- C'est pas du tout un hasard. Non, parce que ça nous permet d'être direct, quoi. D'être libre et puis ludique aussi, j'espère. Comment? Ludique. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça, on s'est amusé. Il y a quelqu'un là-bas qui veut causer. Il y a quelqu'un. Oui, félicitations. Franchement, c'est un film magnifique. Pour moi, j'ai pas décroché une seconde et je voulais vous poser une question sur le travail avec Rivette parce que effectivement, on voit que ce qui est fascinant, c'est de voir la liberté que vous avez, la liberté de jeu et en même temps la densité de ce que vous faites. Et est-ce que vous parliez d'improvisation? Est-ce que vous aviez beaucoup d'improvisation? Comment il vous dirigeait? Comment il arrivait à ce résultat magnifique? Parce que j'imagine il devait y avoir, enfin, c'était tout un voyage quoi, pour arriver à ça. Et d'ailleurs, le film, c'est un voyage. Oui. Je crois que c'est sa confiance, la confiance qu'il avait en nous, et nous, la confiance qu'on avait l'un vis-à-vis de l'autre, qui nous permettait de nous lâcher, quoi, voilà. Parce qu'on se lâche beaucoup quand même à certains moments, non? Oui. Mais c'est vrai que c'est dense et puis c'était sur les sentiments aussi, en dehors du théâtre d'Andromaque. Et moi j'aime beaucoup aussi ce filmage sur Andromaque parce que on voit des acteurs qui travaillent. On voit ce que c'est que le travail d'acteur sur une scène où il n'y a rien d'ailleurs. C'est pas si facile quand il n'y a pas du tout de décor. Et on voit comment l'acteur peine, a des peines, n'y arrive pas. Michel Moretti, l'assistante de Sébastien, vient le voir en lui disant écoute, il faut faire quelque chose. Enfin, tout ça, c'est très juste et c'est vrai, c'est pas joué. Si on devait le montrer, par exemple, dans Les Amandiers, on voit des répétitions d'acteurs. Dans le film des Amandiers de Valéria Bruni, on voit les répétitions d'acteurs, mais on ne voit pas les acteurs vrais, comme là. On voit les gens sont vrais. Et on voit la différence entre les genres d'acteurs. Il y a des acteurs qui arrivent à dire pas mal quand même les vers, quoi, et puis il y en a d'autres pas du tout. Denis Berry, c'est une souffrance pour lui, on sent. Hein? Il est américain, il a une allure de cow-boy et c'est ça qui m'amusait d'ailleurs. Moi, je l'ai choisi pour ça parce que je trouvais qu'il amenait quelque chose rien que par sa présence, il amenait quelque chose, une vérité, alors que c'est très difficile pour lui de lire les vers. Alors,
sait pas comment prendre le truc, il les lâche comme ça. Et c'est incroyablement intéressant, parce que c'est simple. On a dit plusieurs fois depuis tout à l'heure que c'était un film long, mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas un film lent. Comme le disait monsieur, on n'en perd pas une miette. C'est très ludique, il se passe beaucoup de choses. Et chaque scène, souvent, est un peu morcelée, mélangée avec d'autres scènes. Donc, on a le théâtre, on a la caméra de Rivette, on a aussi la caméra d'André Labarthe, donc, qui joue cette espèce de réalisateur de reportage ou de documentaire. Filmé par Étienne Becker. Voilà. Ensuite, on peut voir Bulogier seul à l'appartement, etc. Enfin, il se passe mille choses, il y a des sortes de sous-intrigues, ce qui préfigure un peu Out 1. Mais voilà, c'est vraiment un film qui est long, mais qui ne joue pas sur la lenteur. On est vraiment dans un autre domaine. Ça pourrait durer d'ailleurs 8 heures, moi ça m'irait. Bah, il a fait des films de 12 heures après. Après, oui, disons que ce film, ça l'a mené sur le chemin qu'il a choisi, qui n'était pas celui de la religieuse, puisque immédiatement, enfin quelques années après, il a fait Out One, de l'improvisation totale, pure. Mais là, non, on avait quand même, toi tu dis 8 pages. Oui, quelque chose comme ça. Oui. 8-9 pages. Pour 3 semaines, oui. Puisque le film est censé se passer pendant 3 semaines. Oui, par exemple, l'histoire de la mise en scène d'Andromaque, ça tenait. Il ne le morcelait pas sur les 8 pages. Il annonçait qu'il y avait la mise en scène de Andromaque, c'est tout. Tout le reste, c'était les séquences de l'histoire entre Claire et Sébastien, quoi. Mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est... Est-ce que vous avez tourné longtemps? Non, je crois pas. Non, je crois pas, non. Je crois qu'on a tourné, je sais pas, en 5 semaines peut-être. Peut-être, je sais pas. Vous savez, c'était pas hier. Hein. Oui, c'est ça, peut-être on se trompe. Mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est la longueur de certains plans qui restent sur Bull ou sur moi ou sur d'autres gens. Ils restent longtemps. Ce qui fait que vous avez le temps de rentrer dans la pensée. On a le temps de rentrer dans la longueur du plan. C'est pas comme chez Warhol où il n'y a rien. Warhol, il filme des gens qui dorment, par exemple. Bon, ben, il n'y a rien. Tandis que lui, il revêt quand même en situation. Il filme les gens en situation. Et la caméra reste sur nous à certains moments. Et ça permet à celui qui regarde ou à celle qui regarde, ça permet de voyager avec les personnages, quoi. Il y a notamment des grosses structures un peu dans le film, avec notamment des plages de silence comme ça qui sont vraiment, je trouve, impressionnantes. Je ne sais pas s'il y a une question. Oui, la fin. Ouais. Le bébé à la fin m'a beaucoup surpris. Oui, il est au début aussi. Alors là, je ne l'ai pas entendu au début. Le bébé, c'est le même bébé qui est au début et à la fin. Oui, il y a un bébé qui crie. Oui, oui. Mais on ne le voit jamais. Non, on ne le voit pas. On l'entend. C'est pas de nous. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est quelque chose de Rivette. Moi, c'est juste pour vous dire que c'est un film qui avait marqué ma jeunesse, que j'ai vu plusieurs fois la version de 2 heures, et j'avais vu la version de 4 heures aussi. Et c'est un des films que j'ai préféré, quoi, que j'ai vraiment adoré. Et là, j'ai couru pour venir le voir, et je suis très contente de vous voir aussi. Et bon, ben, c'est pour vous dire ça. Voilà. Et aussi, les films, je trouve que les films de Jacques Rivette, j'ai vu aussi La Belle Noiseuse, et que n'importe quel temps qui dure, ils ne paraissent pas longs.
parce qu'on est bien, on pourrait durer encore des heures et des heures comme ça. Voilà. Merci. Et s'il vous entend, il doit être content. Ah ben, il entend. Hein? Bien sûr qu'il entend. Bien sûr. Oui. Oui, bonsoir. Oui, moi j'ai dû voir la version de 2 heures il y a très très longtemps. J'ai à peu près vos âges. Et alors moi, j'avais plus de souvenirs. C'est pas ce qui m'a gêné l'interrogation. La question que je me pose, la question que j'aurais posée à Rivette, c'est qu'effectivement, il y a toute comment la folie s'empare du sentiment amoureux. En même temps, ça traite du sentiment amoureux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un film comme ça poserait problème parce que, paradoxalement, il n'y a pas du tout de charnalité, de sexualité dans ce film. Or, l'analyse que je fais, moi, de cette déliquescence de la relation amoureuse, c'est qu'il y a une perte du désir dans le couple. C'est comme ça que... J'ai du mal à vous entendre. Monsieur disait que c'était un film notamment sur la question de la perte du désir, et qu'en même temps, dans ce film, il n'y avait pas très peu de sexe, très peu de charnalité. Ah bon, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de baisers, beaucoup de complicité là-dedans entre nous. Il y a quand même pas mal. Oui, je trouve que c'est quand même, oui. Il y en a quand même pas mal, oui. Oui. Bon. Non? Je trouve qu'il y en a quand même, mais ça met du temps à arriver. C'est vraiment la dernière partie où... Plus c'est long, plus c'est bon, on dirait. Moi, je trouve qu'il y a pas mal d'amour, là. Oui. Oui, d'amour, même charnel, plus ou moins. Alors, évidemment, on ne va pas aller les choses, c'est pas le genre de Jacques Rivette de montrer les choses, mais quand même, c'est vraiment Non, mais indiqué. il nous a laissé Oui. dans des scènes de baiser, des scènes de baiser, il y en a beaucoup, je trouve. Des scènes, oui. Où on se prend dans les bras, ou... On s'embrasse. Oui, on va jusqu'à s'embrasser même. Oui. Même à un moment, il disparaît sous le drap et on se demande qu'est-ce que je peux bien faire là-dessus. Enfin, on ne se demande pas, on imagine. Et moi, je disparais sur le balcon aussi. Ah, aussi sur le balcon, oui. Oui, il y a beaucoup de... Non, c'est oui. assez charnel quand même. J'avais oublié le balcon. Hein. Ah oui, mais c'est chaud le balcon. Le balcon, c'est chaud, mais ça fait aussi un peu film de vampire. On a l'impression que vous l'englobez dans votre cape noire. Il y a plusieurs moments dans le film qui font un peu même cinéma muet, un peu Murnau, j'ai trouvé. Et spécialement d'ailleurs, et ça doit être aussi à cause de Caroline Champetier qui a fait la restauration, le gros plan de Jean-Pierre à la fin dans le miroir. Il est hallucinant ce plan. Oui, et il est vraiment très... On dirait que je pense que là, le musée Grévin ne bouge pas. Hein. Non, pas le musée Grévin, le film de l'époque du muet, enfin tu vois. Ah ouais. Oui, non. Non mais... Et ça, je pense qu'aussi, c'est le travail que Caroline Champetier a fait aussi sur ce noir et blanc quand même. Elle ne pouvait pas faire quelque chose autre chose que ce qui est filmé, montrer autre chose que ce qui est filmé. C'est le traitement, tu parles du traitement d'image là? Oui. Ah d'accord. Tu crois? Je pense que Champetier pouvait accentuer peut-être certaines directions en termes de colorimétrie. Pas du tout. L'image est fixe. Ah oui, non, ça c'est sûr qu'elle existait, l'image. Mais si tu veux, le contraste, enfin bon, c'est pas intéressant. Le contraste est violent, oui. Mais le contraste est très beau et je pense que moi je suis sûre que Caroline Champetier y est pour quelque chose dans cette restauration, sur cette image-là en tout cas. Moi j'y suis pour rien. Bonjour. Bonjour. Bonsoir même. Je voulais savoir comment est arrivée la scène de la radio.
quand vous dites 1 et que vous changez la fréquence de la radio, est-ce que c'est une de vos idées? Est-ce que c'est écrit? C'est quoi? Pardon? La scène de la radio, où vous enregistrez la radio avec le magnétophone. Mais ça, c'est vraiment indiqué. C'est dans le scénario. Tout ce qui est enregistrement, c'est pas du tout de mon fait, c'est vraiment dans le scénario. Je pense que c'est la co-scénariste Marie-Lou Parolini qui a écrit ces scènes d'enregistrement C'est ça dont vous parlez, n'est-ce pas? Oui, après, il faut les enregistrer, c'est sûr. Ça, c'est le travail de l'acteur. C'est un peu le zigzag qu'elle a dans la tête, quoi, c'est ça. Ça parle de la manière dont ça part dans tous les sens dans sa tête, quoi, c'est ça, hein? Oui. Dans la tête de Claire. De même que le shopping, les journaux et de tous ces objets, c'est pas du tout de mon initiative. C'est vraiment dans le scénario. Et par ailleurs, il y avait des scènes, toutes celles avec Jean-Pierre, plus ou moins, il y avait une petite indication et puis on les a un peu développées. Lesquelles scènes tu parles? Les scènes où on a entre nous. Ah oui. En général. La scène où on détruit l'appartement, ça c'était très, très peu écrit dans le scénario, non? Oui. Et finalement, on l'a détruit complètement, le truc. Mais ça a été préparé, ça avait quand même été préparé. Parce que le mur qu'on casse pour passer dans la pièce à côté, il a été construit pour être cassé. Ah oui. Il ne faisait pas partie de l'appartement. Juste, pour revenir sur votre personnage, Bulle, tout à l'heure on parlait des rapports hommes-femmes dans le film. J'ai quand même l'impression que votre personnage il est très moderne, en cela qu'il est une victime, mais avec toutes les contradictions que ça peut avoir, avec son désir propre, son désir de se sauvegarder aussi. Moi je trouve le film, je ne sais pas si moderne est le bon mot, mais en tout cas très, très novateur au niveau de ce personnage féminin principal. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de films comme ça, oui. Bon. Oui. Parce que souvent on retient, dans le premier rôle, on retient la salamandre, la Tanner, mais en fait il y a l'amour fou avant. Oui, avant. Qui est un personnage déjà très très puissant, je trouve. Oui. D'ailleurs, c'est à cause de l'amour fou que Tanner m'a voulu pour la salamandre. Je ne sais pas si ça représente la femme actuelle. Je pense pas. Peut-être. En tout cas, je ne sais pas non plus. On fume beaucoup dans le film. Oui, c'est fou ce que les gens. C'est horrible. C'est incroyable, hein. Incroyable, c'est dégueulasse. Hein. Oui, c'est de l'assassinat, littéralement. La cigarette. Moi, je fume des tout petits bouts qui restent. Dégueulasse. Tiens, je ne le referai pas. De toute façon, je ne fume plus, donc. Mais bon, on pourrait m'obliger à fumer dans un film. Mais pas à ce point. Pas à ce point. Oui. Oui. Tout le monde fumait, c'est normal. Mais c'est normal, ouais. C'était normal. C'était normal, oui, Ouais. c'est ça, ouais. Avec des petits bouts de mégots qui sont Oui. grands comme ça. Oui, moi je garde des trucs comme ça. Dégueulasse. Alors j'ai peut-être une dernière question. Voilà, ce sera ouf, on va rendre la salle dans quelques minutes. Souvent en France, lorsqu'on parle du cinéma après 68, on retient La Maman et la Putain de Jean Eustache, qui est vraiment un film un peu gueule de bois, très sombre sur l'après 68. Et je crois que le film est de 72, je ne sais plus. Mais finalement, L'Amour fou est déjà un film, alors tourné en 67, Oui.
Mais il y a quand même quelque chose l'impression qu'on est déjà revenu de 68, quelque chose de très sombre, très étonnant, et pas du tout un film dans une mouvance. Il n'y a aucun slogan dans ce film, à part mort aux vaches sur le mur. Il y a quelque chose de... Mort à la France. Mort à la France. Il y a mort aux vaches aussi. Oui. Et mort à la France. Mort à la France et faire l'amour, je sais pas quoi, oui, c'est quelques-uns. Moi, ce qui m'intéresse en regardant ce film, si je pense pas du tout ni à moi ni à Jean-Pierre, c'est comme un documentaire sur cette époque quand même, ne serait-ce que par la déco, par la façon de s'habiller, de bouger, de fumer. C'est très, très, très fort sur cette avant 68. Déjà un peu psychédélique avec les tissus, avec les palmiers, les choses comme ça. Pour vous, c'est un film sur l'avant. Oui, c'est-à-dire on a tourné avant, oui. Oui, c'est sûr. Monsieur demande dans quel quartier on voit marcher. Alors moi, j'ai aucun souvenir. Moi non plus, non. Je sais pas du tout. Non, c'est dommage parce que... Il me semble que c'est dans le 6e arrondissement, quand il y a tous les immeubles, quand il y a le contresens sur les immeubles, quand je marche comme ça dans la rue, il me semble que c'est dans le 6e arrondissement. C'est possible, oui. Hein? Oui, je sais pas. Non, parce que de toute façon, on a tourné l'appartement dans lequel on tournait, c'était dans le 6e arrondissement, non? Je me souviens pas. Ouais, moi non plus. On voit la librairie Gallimard, à un moment, et je me demande si c'était pas le 6e, justement. Il y a Nation, à un moment, je crois. Enfin, bref. Ah oui, on voit la librairie Gallimard, oui. À côté d'un café, c'est possible, je sais pas. C'est ça. Mais c'est pas réel. Gallimard n'était pas à côté de ce café, je crois Ah, pas. j'en sais rien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. La dernière question, c'est peut-être, est-ce qu'il y a une dernière question? Il y en a une, mais vous pouvez y répondre rapidement, si vous voulez. Déjà, merci effectivement d'être là et d'avoir retraversé le film avec nous. C'est assez rare souvent que les intervenants restent regarder le film avec nous, donc merci. Et je voulais juste savoir, qu'est-ce que... Justement, on parlait de miroir tout à l'heure et vous parlez de miroir dans le film. Qu'est-ce que ça vous fait de façon, on va dire, qu'est-ce que ça reconvoque chez vous quand vous revoyez des images de vous comme ça? Alors en particulier de ce film, je dirais. Vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est peut-être un peu intime. Bah, qu'est-ce que ça fait? Ça doit être un miroir un peu bizarre, c'est ça que je questionne. C'est à la fois agréable d'avoir fait ce film, vous voyez ce que je veux dire, d'avoir participé à une œuvre comme ça, et puis se revoir maintenant, par rapport à ce qu'on est maintenant, c'est un peu difficile aussi, voilà. Mais c'est une merveille d'avoir fait ce film-là quand même, voilà. C'est oui. Un truc rare. Mais Bill comme moi, on a fait des choses rares. Voilà. On a tourné dans des films rares. Oui. Oui. Avec des cinéastes rares, un peu marginaux, souvent. Mais je crois qu'on était content de voir, parce qu'on va pas revoir facilement ce film, nous. Donc c'est du plaisir de voir qu'on est là, encore un peu vivant, et qu'on a pu être, justement faire ce film, d'être dans cette œuvre. C'est une œuvre. On est content de voir que d'autres gens que nous s'y intéressent aussi. Vous, par exemple. De voir qu'il y a encore des gens que ça peut intéresser, c'est formidable, parce qu'il est passé au Reflet Médicis hier et avant-hier, puis il va continuer son petit chemin là-bas au Reflet Médicis. C'est un film qui avait été totalement perdu, oublié, le négatif brûlé et tout, et il est rené de ses cendres. Oui, puisqu'il était brûlé dans un laboratoire, avec d'autres films d'ailleurs.
Oui, il a été sauvé. Il a été sauvé et reconstitué. Et c'était pas évident. Et sinon, il y aurait des petits bouts de trucs qu'on verrait sur, je sais pas, YouTube, je sais pas quoi, des très mauvais. Un noir et blanc qui avec plein de neige, affreux, quoi. Donc c'est une chance qu'il soit, oui, c'est une renaissance, une résurrection, littéralement. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci Bulogier, merci Jean-Jacques. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, merci au cinéma le Méliès de Montreuil de l'avoir programmé. Et merci à vous de nous avoir aidés à faire cette discussion. Allez, on rend les micros carrément.